Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast sur la santé des femmes. Dans l'épisode du jour, vous découvrirez Mélanie. Après une longue errance diagnostique, le verdict tombe 8 ans après. Mélanie découvre qu'elle est atteinte d'endométriose, d'adénomiose et d'un énorme fibrome placé à l'arrière de l'utérus, que les échographies n'ont jamais détecté. Malheureusement, cette découverte tardive lui a valu une lourde opération, l'hystérectomie. Découvrez son récit. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront. Des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Jusqu'alors, je n'avais donc jamais eu de problème particulier lors de mes règles, jamais de douleur. Alors des règles abondantes quand même, mais c'était déjà abondante, mais en tout cas aucune douleur, pas d'endométriose dans ma famille, enfin rien qui aurait pu attirer mon attention sur cette pathologie et j'ai eu la chance d'être rapidement enceinte, enfin dans un délai de 1 à 3 mois pour les deux. Donc voilà. Sans aucun souci, on va dire, j'ai eu beaucoup de chance. Au fil des cycles, j'ai commencé à avoir des petites douleurs dans le bas du ventre, en pensant que c'était normal puisque je retrouvais des cycles naturels. Et puis ensuite, les petites douleurs sont devenues de plus en plus importantes, avec même des moments, on va dire, invalidants, dans la mesure où il m'est arrivé de ne pas pouvoir aller travailler une journée, voire deux. Enfin, j'ai évité de ne pas y aller pendant 2 jours à cause de ça, parce qu'on a un peu honte, en fait, d'aller voir le médecin généraliste, parce que c'est plus rapide qu'avoir un rendez-vous chez son spécialiste, pour dire j'ai trop mal au ventre, avec vraiment comme des coups de poignard, avec l'envie de se mettre en boule, mais avoir du mal à trouver des positions antalgiques et pleurer, même avoir l'impression d'accoucher, enfin, des douleurs un peu similaires, des douleurs, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais des douleurs avant d'aller à la selle, en allant à la selle, des douleurs dans la cuisse intime, quelque chose de très, très, très fort et en plus doublé d'hémorragie en ce qui me concernait. J'allais voir ma gynécologue à peu près 2 fois par an et je lui en parlais à chaque fois et elle me disait que j'avais peut-être retrouvé un cycle naturel, que peut-être que j'avais eu des règles douloureuses, parce que j'avais pas eu le temps d'avoir des règles douloureuses comme j'ai pris la pilule de bonheur, que c'était normal. Alors elle m'a quand même prescrit assez rapidement une échographie par rapport aux hémorragies pour vérifier s'il y avait rien. Et il y avait rien de visible à l'échographie. C'était pas elle qui les faisait parce qu'elle n'avait pas d'appareil pour ça, donc j'allais au cabinet privé, en sachant qu'en fait, elle me prescrivait un médicament que je ne sais pas si je peux le citer, mais qui a été fait pour diminuer les hémorragies, donc je devais prendre sous la forme d'ampoule au début de mes règles et effectivement ça limitait le flux, on va dire, donc ça agissait bien et au fil du temps, au fil des mois, comme j'avais de plus en plus mal, elle s'est mise aussi à me prescrire un anti-inflammatoire qu'on donne pour ce genre de douleur gynéco, que j'ai pris beaucoup. Et au début, c'était efficace et qui n'est plus devenu efficace. Et un jour, alors je suis assez résistante à la douleur et un jour, on était en vacances, je me souviens, c'était l'été. Alors, faut dire quand, ça c'est je ne sais plus exactement au niveau des années, mais
on va dire peut-être 2 ans avant d'avoir le diagnostic, donc à l'âge de 40 ans, j'étais dans un état, j'avais vraiment très, très mal. Je pleurais, je savais pas comment me mettre. J'avais beau prendre, des antidouleurs, des antispasmodiques, des anti-inflammatoires, rien ne me soulageait. Et au retour de ces vacances, en fait, mon conjoint, s'est un peu fâché. Il m'a dit qu'il allait m'accompagner, chez la gynécologue pour, exiger, d'avoir des informations et comprendre donc pourquoi j'étais dans cet état-là, que c'était pas normal. Et moi, je ne connaissais pas l'endométriose et je n'imaginais même pas, pouvoir en être atteinte. Et comme il n'y avait pas d'antécédents, que c'était un sujet maintenant on en parle, mais à l'époque, c'était quand même plus tabou. Enfin, les femmes n'en parlaient pas aussi facilement. Et ce jour-là, il s'est un peu fâché, enfin sans se fâcher, mais il a dit: «Moi, je trouve que c'est pas normal, j'en ai marre que vous lui donniez des antidouleurs, des anti-hémorragiques, j'aimerais quand même, comprendre». Et sur ce, elle a obtempéré et je la remercie quand même et elle a prescrit, une IRM, bien complète que je suis donc allée passer, à 45 minutes de chez moi. Et quand j'ai passé, cette IRM, le médecin, radiologue, oui, c'est ça, nous a, conviés dans son bureau, mon mari et moi. Il nous a fait asseoir en disant, «C'est la première fois que vous passez ce genre d'examen?» Je dis: «Oui». Et il me dit gentiment, il a été super bienveillant, il a pris le temps, mais là je schématise un peu, puis c'est ce dont je me rappelle aujourd'hui, en disant, «Vous n'êtes pas venue pour rien madame, en fait vous avez, beaucoup de choses qui ne vont pas». Et là, il m'annonce que j'ai une endométriose, de l'adénomiose et un énorme fibrome en arrière de l'utérus qu'on ne peut pas voir autrement que par une IRM. Et donc là, ça me tombe dessus, avec des mots que je ne comprends pas. Enfin, fibrome, j'en avais déjà entendu parler. Endométriose, vraiment, adénomiose, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et là, il me dit, il faut absolument reprendre contact avec votre gynécologue. Voilà, c'est important. Il m'a pas dit, ce qui allait suivre. Il m'a juste demandé si j'avais envie d'avoir d'autres enfants. Donc je lui ai dit que j'avais déjà 2 grandes filles, que c'était pas d'actualité. Et donc j'ai repris rendez-vous avec ma gynécologue qui m'a tout de suite adressée vers le CHU, pour que je puisse avoir une consultation spécialisée en endométriose. Et là, je dirais que le début, du parcours a commencé. Donc là, j'ai vu une gynécologue, spécialisée qui a été, adorable, qui m'a prescrit des examens très invasifs. Ouais, 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 alors je crois que c'est une hystéro, je sais plus quoi, enfin on met une caméra, ça se parle comme ouais, c'est ça, merci beaucoup. Donc c'est pas un examen très, très fun. Et d'ailleurs, quand j'y suis allée pour le passer, je voulais plus passer. Je lui ai dit: «Mais je comprends pas, je crois qu'il y a pas besoin puisque j'ai passé une IRM et elle m'a dit: «Non, il faut s'assurer qu'il y ait pas de lésions ailleurs que là où vous en avez». Et j'ai aussi passé un examen dans le rectum qui n'est pas très agréable non plus, mais pour vérifier si j'avais pas déjà, de l'endométriose dans le rectum. Donc fort heureusement, il n'y avait pas de lésion dans le rectum. Il y en avait pas ailleurs et elle m'a donc, annoncé que, il n'y avait pas vraiment d'autre choix à part pratiquer une hystérectomie, peut-être totale ou subtotale, dans la mesure où j'avais, un ovaire aussi impacté par l'endométriose et qu'elle n'était pas sûre de pouvoir, sauver, cet ovaire-là et elle ne savait pas si elle pourrait, garder un seul ovaire. Enfin, elle m'a prévenu que peut-être que quand je me réveillerais, il y aurait cette surprise d'avoir, une opération totale. Alors évidemment, il faut encaisser avec toutes les questions, qui viennent, par rapport au risque d'une opération et le deuil, de la maternité qui pourtant, pour moi était clair, qui se remet en branle et voilà. Donc après, ben, on se prépare et le jour et on comprend pas pourquoi on a ça et à la fois on se dit: «Ben, peut-être que c'est bien que j'ai pris la pilule pendant un certain nombre d'années parce que sinon je l'aurais peut-être eu et puis j'aurais peut-être galéré pour avoir des enfants». Donc là, je me dis que j'ai quand même eu de la chance, je relativise. Et donc l'examen, enfin l'opération est programmée, et évidemment, ben, je devais, enfin je sais pas, elle m'avait dit que ça allait peut-être durer maximum 2 heures et je suis partie au bloc à 13h30 et je suis remontée qu'à 23h30. Mon mari était très inquiet. Bah, d'abord parce que malgré que j'ai prévenu, l'anesthésiste que je ne supportais pas la morphine, qu'elle me rendait très malade, j'ai eu de la morphine, donc j'ai été très malade, donc je ne pouvais pas remonter dans ma chambre parce que je vomissais tout le temps. Et j'ai eu énormément de mal à sortir, de l'anesthésie, donc c'est aussi pour ça. Mais surtout, l'opération a duré 4 heures, 4 heures parce qu'elle a trouvé des lésions beaucoup plus importantes que ce qu'elle pensait. Et alors
ma chance a été qu'elle a pu me laisser mes ovaires. Donc, je n'ai pas été en ménopause précoce. Et par contre, quand je me suis réveillée, enfin, que j'étais dans ma chambre et qu'elle est venue me voir, elle m'a annoncé qu'elle n'avait pas pu tout enlever au niveau des lésions et que par conséquent, elle allait me prescrire un traitement hormonal jusqu'à la ménopause. Il m'a un peu peinée parce que je ne voulais pas plus prendre la pilule. On me fait subir une hystérectomie, qui veut dire plus de risque de grossesse. Mais l'ironie du sort fait que je dois quand même avaler une pilule fortement dosée. En fait, je l'ai pris et j'ai arrêté parce que ça ne me convenait pas. J'avais des fringales et je me sentais triste. Enfin, je ne sais pas, c'était parti les effets a priori, mais j'ai décidé de prendre le risque parce que du coup, ovaire des cycles, donc dit endométriose, qui peut toujours continuer à proliférer. Donc, j'ai pris ce parti-là de laisser les choses se faire et bien évidemment, qui impose un suivi et des IRM de contrôle pour voir si l'endométriose. Mais bon, ça arrive à une tranche d'âge où de toute façon, mes cycles se raréfient et voilà. Maintenant, je prends pas d'antidouleur parce que par rapport à avant où la douleur était de 10/10, ça pouvait aller de 10/10. Là, je dirais que je suis à 2-3. Voilà, et c'est vraiment très, très léger et c'est à certains moments. Aujourd'hui, je dirais que c'est un indicateur que j'ai encore des cycles et comme ça se passe, ouais. Mais après l'opération, par contre, tous les mois, j'avais des douleurs. J'étais pas obligée de prendre la même molécule, c'était moins fort, beaucoup moins fort. Et surtout parce que je n'avais plus de règles. Ça, c'est l'effet positif de cette opération, c'est que je n'avais plus de règles. Plus d'hémorragie, donc parce que la vie quotidienne avec des hémorragies est très, très galère. Que l'on soit au travail, en sortie, sur la plage, quand on veut partir à la journée, c'est très compliqué. Et voilà, donc plus de douleurs très importantes, plus besoin de contrôler, être sûr que je ne vais pas devoir me changer deux fois, etc. Enfin, prévoir toujours un change parce qu'au cas où, c'est très pénible, la nuit, on n'en parle même pas. Donc, en tout cas, de ce point de vue-là, c'était terminé. Mais en tout cas, l'endométriose était encore là. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que je conseillerais aux femmes, bon, déjà, mon intuition me disait que ce n'était pas normal. Mais je ne suis pas assez écoutée. Je pense que le meilleur expert, c'est le patient, peut-être, en premier. Ce que j'aurais envie de dire aux femmes, c'est n'hésitez pas à changer de consultant, d'aller voir un autre spécialiste. Peut-être d'aller dans les CHU et pas dans... Moi, c'est une gynécologue de ville qui ne connaissait rien, je pense, et qui n'a pas pu, pour des raisons qui lui appartiennent et que je ne connais pas, pu se rendre compte qu'elle était dans ses limites, en fait, et qu'elle aurait dû dire je vais passer la main. Et d'ailleurs, la gynécologue du CHU était assez édifiée qu'il n'y ait pas eu d'IRM reconstruit plutôt qu'on lui laissait juste prendre des médicaments sans faire d'autres explorations qu'échographie, parce qu'elle a connu que l'échographie c'était un peu léger et qu'on ne voyait pas tout. Et les dégâts, en fait, qui étaient là, c'est que j'ai quand même eu de la chance, parce que si mon mari n'avais pas alerté, j'aurais peut-être supporté encore longtemps et peut-être que j'aurais eu de l'endométriose dans le côlon, dans le rectum. Et ça peut monter jusqu'au poumon. Enfin, on sait que c'est quelque chose de fataliste dans le corps. Enfin, voilà. Donc, j'ai de la chance de pas en être arrivée là. Mais en tout cas, je pense qu'en tant que thérapeute, on doit à un moment dire je me sens plus compétent. J'avoue que là, je sèche. Il faudrait peut-être prendre un autre avis. Enfin, c'est aussi reconnaître son humilité. Je sais pas. On peut pas être bon partout. On peut pas tout savoir. On peut pas guérir tout le monde. Et les médicaments ne sont pas... Ça peut être comme une rustine, quoi, sur un pneu crevé, mais pourquoi ça crève derrière? Enfin, voilà, donc mon mari était plus en colère que moi. Moi, j'ai tendance à essayer d'aller de l'avant, puis s'écriminer la colère. C'est pas forcément du bien non plus, quoi. J'étais plutôt à devoir faire un deuil, parce que même si j'étais claire, on ne voulait pas avoir de troisième enfant, j'avoue que j'ai eu un passage à... Je me suis rendu compte, j'ai eu un sentiment d'inutilité, en fait, de dire j'ai plus une matrice, en quelque sorte. Je suis plus bonne à rien. Bon, j'ai consulté, voilà, ça va aider. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, si je peux m'autoriser à faire ce parallèle, le fait que j'écrive des livres, ça me permet, c'est ce que je dis aux enfants que je rencontre à Montjuïc,
ça me permet de donner naissance, en fait, à nouveau. Et je pense que c'est cette créativité-là qui m'a sauvée de cette phase où je me sentais bonne à rien. Finalement, j'ai l'impression je donne vie à des personnages, à des livres que j'appelle parfois un petit peu mes bébés. Donc, je suis pas la seule à me dire, hein. Il y a plein d'auteurs, des artistes qui disent ça. Mais en tout cas, moi, je pense que ça me permet vraiment de sublimer ça. Allez, ça l'aide. Aujourd'hui, j'ai fait le deuil de la maternité, mais n'empêche que je pense que quand on est une femme, on a quand même besoin de donner vie à des choses. Enfin, peut-être que tout être humain a besoin de donner vie à des choses. Mais voilà, quand on a eu ses enfants, c'est peut-être important de se mettre dans d'autres projets. Voilà. Oui. Et que j'écrivais pour la jeunesse, mais que j'avais un premier roman de fiction adulte. Et dedans, je parle de deuil. Et je pense que quelque part, c'est une thématique qui me tient à cœur. D'abord parce qu'en tant que psychologue, j'ai accompagné beaucoup de femmes touchées par le deuil périnatal notamment. Et je pense que la question du deuil, c'est tous les deuils qu'on doit faire dans la vie, toutes les séparations, puisque ce livre aussi parle d'une séparation, de plusieurs séparations, qu'elles soient symboliques ou physiques, ou psychiques. Et oui, donc merci pour la vie qui les attendait. C'est vrai que, voilà, je pense que je savais pas la vie qui m'attendait avec cette endométriose. Et il y a un avant et il y a un après. Pas normal d'avoir des règles douloureuses et invalidantes. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas normal. Enfin, d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai compris. Alors au début, peut-être, quand on est une jeune fille, mais il faut consulter, il faut changer de crâne. Il faut taper du poing sur la table quand les personnes ne veulent. C'est pas que je suis pro-examen. Enfin, voilà. Je comprends qu'il y ait des réticences parfois à prescrire des examens, mais le premier IRM de base, il n'est pas très invasif, quoi. Bon, voilà, oui, il y a une capsule, voilà, mais on va dire, chez les jeunes filles, il n'y aura pas de capsule, hein. C'est un IRM de base. Mais il faut changer de crème vie quand on ne se sent pas entendu. C'est pas normal de repartir sans avoir de réponse. Il y a des centres, dans chaque région, il y a des pôles de référence d'endométriose, il y a des sites, et sur les réseaux, on peut trouver des ressources. Moi, si j'avais su que c'était ça, j'aurais cherché. Mais je ne savais pas qu'on disait que c'était normal, quoi, que ça allait passer ou que ça pouvait arriver. Et je n'étais pas entendue dans ma douleur. Mais voilà, quoi. Donc voilà, s'écouter, échanger de crème marine, c'est les deux conseils. Après, en post-diagnostic et en post-opératoire, je me suis beaucoup intéressée à une alimentation anti-inflammatoire, des choses comme ça, pour éviter que ça revienne trop vite. Et puis, travailler aussi sur la gestion du stress. Et on m'a proposé après l'opération de faire partie de la cohorte de recherche du CHU le plus proche de chez moi, où j'ai été opérée. Donc, régulièrement, je reçois des questionnaires auxquels je participe et on se rend compte qu'il y a plein de facteurs, en fait, dans notre période. Il y a effectivement peut-être l'hérédité, ce qui ne me concerne pas, enfin, pas à ma connaissance. En tout cas, s'il y a eu des femmes qui souffrent d'endométriose, ça n'était pas parlé, mais, et ça remonte peut-être à plusieurs générations. Donc, à cette époque, c'était peut-être pas du tout connu. Mais les questions, les hypothèses peuvent être environnementales. Il y a plein de choses qu'on mange, ce qu'on respire. Et je trouve que plus les questionnaires, au fil des années, les questionnaires s'enrichissent de questions en lien avec le stress, justement, l'estime de soi. Je pense qu'il y a vraiment la prise en compte de plusieurs facteurs, que ce soit la pollution, enfin l'environnement, comme je disais, la génétique, la qualité de vie, notre catégorie socio-professionnelle aussi, sur le stress qu'on peut avoir. Et puis, ils s'intéressent beaucoup aussi mais ça, c'est parce que c'est un effet qui se coule de l'endométriose. Dans les questionnaires, ils questionnent énormément notre transit. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de questions. La glycène, la quantité, la qualité, etc. Parce que, évidemment, l'endométriose, deux handicaps sur le plan digestif, quand on est en crise, et aussi la vie intime. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur la vie intime en préopératoire et en post-opératoire. Voilà. Ah oui, je trouve que c'est bien, parce qu'il y a une prise en charge de plus en plus globale. On est plus questionné qu'au niveau de notre appareil génital, quoi.
on est questionné dans notre globalité et je donnais un petit message pour rassurer les auditrices qui s'intéressent à ce sujet. Mon opération s'est bien passée. Je peux dire, bon, après, j'ai été alitée un peu avec des piqûres tous les jours pour la phlébite, enfin, voilà. Mais j'ai plus souffert des suites de ce qu'on appelle la célioscopie, où ils font le ventre, ils nous mettent un gaz et j'ai été la tête en bas pendant 4 heures et j'ai eu très, très, très mal aux épaules et sous les côtes. J'arrivais pas à éliminer ce gaz et j'avais l'impression d'avoir les côtes cassées. Et du coup, j'ai dû avoir pendant 10 jours comme un pouce à l'air sur les côtes. Donc, quand j'appuyais sur mes côtes, ça faisait des bulles. Et j'ai vraiment hyper mal là, en haut du corps et dans le dos. Et plus que au niveau de l'utérus en lui-même. Bon, je sens que ça tire à l'intérieur les 2 premiers jours. On va pas à la douche vaillamment. Hein, évidemment, on marche du soir, mais puis on a un peu peur. Mais en tout cas, avant, ça a été bien fait. Voilà, ça s'est très bien passé. Mais c'est juste la célioscopie. Il faut se préparer quand même. Je pense que plus l'opération dure longtemps et plus comme on est longtemps la tête en bas, je pense que ça stagne bien et voilà. Je pense que toutes les auditrices qui nous écoutent et qui ont réalisé une célioscopie savent de quoi tu parles. Je vois tout à fait. Tout à fait. On nous dit de nous masser, de marcher plus possible. Marcher, sauf que marcher quand on vient de subir une hystérectomie, on ne fait pas un marathon, quoi. C'est-à-dire qu'on marche un peu comme une grand-mère, c'est-à-dire qu'on a un plat. Voilà, c'est ça. Ça tire au niveau des cicatrices, donc... Ouais, voilà, mais pas de complications post-opératoires. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait une journée après l'opération à l'hôpital et je suis rentrée chez moi. D'accord. Donc là, par contre, c'était un peu tôt quand même. Mais j'allais bien, mes constantes étaient bonnes et je pense qu'ils veulent éviter les risques d'attraper une infection nosocomiale, peut-être, je sais pas. Donc je suis rentrée chez moi, après il y a une infirmière tous les jours avec les ovaires sont surveillés quand même, puisque je les ai gardés. Mais voilà. Ce sont sur ces mots que nous achevons cet épisode. Un grand merci à toi pour merci beaucoup. ton témoignage aussi. Un peu de rien. Et me donner la parole. Et puis je l'ai jamais fait. Donc je sais pas. Je suis tombée sur ton podcast comme je disais dans un post par hasard ou par non-hasard. Et on a discuté un peu et j'ai senti que j'étais prête à en parler sans colère, même si je n'en ai pas trop vu, sans honte. Et ça, voilà. Et je sais que j'ai accompagné des patientes qui ont souffert et qui souffrent de cette pathologie, que je ne leur ai jamais dit, que j'avais subi la même chose, que je vivais aussi ça. J'ai toujours réussi je pense, à avoir cette distance. Mais en même temps, moi, il y avait cette femme très compatissante qui ne pouvait que les encourager à faire entendre leur voix et à changer de crèmerie, si besoin. Voilà. Mais sans leur dire que moi aussi, j'avais ça. Donc, si elle m'écoute aujourd'hui, j'ai une grande pensée pour elle. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes, avec derrière chaque histoire un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme.